Bonjour à tous, suite du cours consacré aux premiers États et aux premières Écritures avec aujourd'hui les cités-États de Mésopotamie. Alors je vous rappelle que la Mésopotamie c'est cette région-là, cette région du Proche-Orient qui est située entre le fleuve Tigre et le fleuve Euphrate, puisque Mésopotamie ça veut dire en grec entre deux fleuves. Alors vous voyez sur la carte qui s'affiche un certain nombre de cités comme Mari, Kish, Uruk, Lagash, Sumer ou alors Our dont on va parler aujourd'hui. Alors voilà ce qui reste aujourd'hui de la ville d'Ur. Donc pas grand chose et un bout de ziggurat qu'on a redressé bon an mal an, mais on a encore au sol, vous voyez, on peut voir le tracé d'un certain nombre de bâtiments. Et à partir de ça, les archéologues qui sont des gens brillants et qui travaillent bien ont réussi à reconstituer ce que pouvait être cette ville au 3e millénaire avant Jésus-Christ. Alors elle était située le long du fleuve Euphrate. On avait construit des canaux avec des ports pour permettre la circulation des marchandises. On avait des quartiers d'habitation où vivaient les habitants, les marchands, les soldats, etc. Rappelez-vous que les gens qui vivaient dans la ville d'Ur n'étaient pas, pour la plupart, enfin même une grande majorité d'entre eux n'étaient pas agriculteurs. Les agriculteurs, ils vivaient dans les villages autour de la ville, d'accord, plus proches des surfaces agricoles. Ici, on avait une population urbaine pour la première fois. On avait des espaces comme la Palmeraie, de l'alimentation, mais aussi des promenades. N'oubliez pas que le Proche-Orient est aussi la civilisation des jardins et de la manière d'amener l'eau, l'ombre, le rafraîchissement, puisqu'on est dans un climat où il fait extrêmement chaud et où l'homme doit s'habituer pour se créer des espaces agréables. Alors au centre de la ville, la ziggurat. La ziggurat, le temple du dieu. Le dieu dans la ville d'Ur, c'était le dieu Nana. À côté, le palais royal où vivait le roi. Roi qu'on voit sur cette stèle qu'on a trouvée, qui est en train de faire une offrande au dieu. Alors quand on dit que le dieu habite la ziggurat, n'imaginez pas qu'il y a quelqu'un qui vit dans la ziggurat. Vous avez dans la ziggurat des prêtres qui toute la journée entretiennent les bâtiments, maintiennent la flamme, font des offrandes aux statues, la statue du dieu, rendent un culte au dieu. Mais le dieu, il n'est pas physiquement autrement que sous forme de statue. Et régulièrement, il y a des fêtes et le roi va faire des offrandes au dieu. Pourquoi ? Parce que le dieu, c'est le dieu protecteur de la ville. Et dans toutes les cités antiques, toutes les cités et tous les peuples ont des dieux qui les protègent, qui sont avec eux pour leur assurer la prospérité et la victoire. Bon, vous avez tous entendu parler d'une cité grecque qui s'appelle Athènes. Je vous laisse deviner qui était la déesse mère, donc la déesse protectrice de la ville d'Athènes. Ziggurat, c'est un temple à étages, architecture caractéristique de la Mésopotamie, vraiment, même si ça doit vous rappeler quelque chose, puisqu'il y a déjà une forme pyramidale qu'on va retrouver chez les Égyptiens, et que les Mayas, eux aussi, construiront des temples à étages, mais il n'y a pas de connexion entre les deux peuples, je vous rassure, sont des créations indépendantes. Ces villes échangent entre elles, on fait du commerce, c'est-à-dire que c'est plus le troc qu'on a connu dans le néolithique. Désormais, on fait du commerce, c'est-à-dire que vous avez des marchands. Alors c'est quoi un marchand ? C'est quelqu'un qui se déplace, qui va faire des centaines ou des milliers de kilomètres pour acheter des marchandises et qui les ramène et qui les revend au détail, qui les revend à des commerçants qui, eux, ont des boutiques et revendent ça à la population. Donc on a les premiers systèmes d'échange qui sont internationaux. Pourquoi ? Parce qu'on va jusqu'en Inde, on a même trouvé des traces dans l'Antiquité de monnaie chinoise en Mésopotamie. Donc vraiment, quand on a besoin d'une ressource et qu'il y a des routes qui permettent d'aller la chercher, on n'hésite pas, on y va. À côté de ça, c'est une civilisation où on va développer des formes d'art assez belles et assez riches. Vous avez ici, alors ça doit vous paraître un peu bizarre, c'est pas une fresque, c'est pas une peinture ou quoi que ce soit. C'est un coffre qu'on a trouvé, vous voyez la tranche d'un coffre, qu'on a trouvé dans un tombeau royal à Our et qui s'appelle l'étendard d'Our. En gros, c'était comme la décoration d'une caisse de résonance d'une guitare, parce que c'était le coffre d'un instrument à musique. Et qu'est-ce qu'on voit dessus ? On a représenté avec un certain nombre on a collé sur le bois des pierres précieuses, de l'ivoire et donc des matériaux nobles pour raconter une histoire à la gloire du roi. Alors quelle est cette histoire ? Vous le voyez, il faut le lire de bas en haut. Donc en bas, on voit bien des chars avec des soldats, on voit des chevaux, des gens qui se font écraser. Ça nous raconte une victoire militaire, c'est-à-dire la victoire du roi lors d'une bataille. Les armées de la cité d'Our ont été victorieuses. Ensuite, on voit les soldats qui font quoi ? Ils sont ici à ma gauche, les soldats. Les soldats d'Our, ils amènent ces gens que vous voyez à moitié dépenaillés, ici en guenilles,
ils amènent les soldats vaincus. Ils les amènent à qui? Eh bien, ils amènent au roi, vous les voyez là. Où ils vont devenir quoi? Eh bien, ils vont devenir esclaves de la ville d'Our. Donc, ils vont être esclaves de la cité, ils feront des travaux. Alors, dans l'Antiquité, quand vous perdez une guerre, vous êtes esclave. Il ne faut pas rêver. On a besoin de main-d'œuvre pour construire les bâtiments, les remparts, etc. Et si on peut utiliser pour ça des soldats vaincus, on ne va pas se priver. Et donc, à la fin, le roi, on le reconnaît parce qu'il est bien plus grand que les autres et il est au centre. Il reçoit ses esclaves et l'hommage de ses soldats. Et donc, comment dire, cette caisse à musique, cet étendard d'Our, ça vous représente un peu la célébration du roi et de sa puissance. Alors, ces cités-États, elles vont former pour certaines des royaumes. Vous voyez ici, bon, vous avez une petite carte en anglais, mais ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que là, par exemple, vous voyez ce qu'a été le royaume de Sumer à une époque. Alors, Sumer, c'était une cité-État qui a fait la conquête par des victoires militaires d'un certain nombre d'autres cités, et jusqu'à même constituer plus tard des empires. Une ville comme Akkad, ici, va constituer un empire qu'on a appelé l'empire akkadien. Bref, ces cités, elles se font la guerre entre elles. D'accord? Elles sont en conflit. Et de temps en temps, il y en a une qui prend le pas, qui domine les autres, jusqu'à ce qu'évidemment elle s'effondre et que ce soit une autre qui la vainque. D'accord? Mais vous n'avez pas à proprement parler de roi de Mésopotamie. Vous aurez des empires, parce qu'à partir d'une cité-État, vous avez des peuples qui vont faire la conquête des autres, mais ensuite il y aura des révoltes et ça s'effondrera, et ça reviendra à la situation initiale. Alors la plus célèbre de toutes les cités-États, évidemment, bon, elle est représentée ici, hein, c'est pas une photographie, on n'a pas autant de traces que ça. Et c'est une vue d'artiste, c'est Babylone. Babylone, c'est la plus grande, la plus merveilleuse, la plus puissante, la plus riche, la plus célèbre. Bref, les superlatifs ne manquent pas. Babylone, c'est la grande ville. Je vous mettrai en lien dans la vidéo un lien vers une autre vidéo où on voit une visite 3D. Alors, ça vaut ce que ça vaut, hein. Mais c'est une bonne idée de ce qu'étaient ces cités-États. Donc Babylone, vous la voyez là. Alors pourquoi ils ont mis du bleu? Eh bien parce que les archéologues ont trouvé du pigment bleu sur des vestiges babyloniens. Et donc on sait qu'ils n'hésitaient pas à peindre leurs bâtiments ainsi. Et pour des raisons esthétiques, hein, bien sûr. Donc vous la voyez, cette grande Babylone, avec ses grandes artères, ses guerriers qui défilent, la richesse et la puissance de cette ville. Au fond, la ziggourate, ici le palais royal. D'accord? Le fleuve Euphrate qui coule là-bas, avec ses marchands qui l'enrichissent. Et là, alors c'est une vue d'artiste, évidemment, mais Babylone, c'est célèbre parce que dans l'Antiquité, ils avaient construit plusieurs ziggourats dans la ville, et il y en avait une notamment qui était recouverte de jardins, de merveilleux jardins, qu'on a appelés les jardins suspendus de Babylone. Alors, je pensais quand j'étais enfant que c'était des jardins qui étaient suspendus, accrochés, quoi. Non, ils n'étaient pas suspendus dans le vide. C'était en fait une ziggourate sur laquelle on avait ramené de la terre, énormément de terre, et par un système ingénieux, on avait réussi à remonter de l'eau pour que la terre soit régulièrement arrosée, et donc on avait fait un merveilleux jardin, et la légende veut que ce soit un roi babylonien qui ait construit ce jardin suspendu pour sa reine, et qui venait d'Inde, si je ne dis pas de bêtises. Et en Inde, son climat, le climat de son pays de naissance, de son pays natal lui manquait, et donc il lui avait reconstitué des jardins merveilleux comme elle avait dans son enfance. Voilà, je vous laisse noter cette trace écrite, et je vous remercie.